Bonjour, bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui consacré à l'intelligence artificielle et à Dastra en particulier. Donc que nous avons intitulé, en tout cas dans cette présentation ici, l'IA générative au service des DPO. On va voir finalement comment est-ce que on peut aussi, pour les DPO, tirer part des bénéfices de l'intelligence artificielle. Ce sujet, qu'est-ce que nous, on a mis en place chez Dastra. Mais on va aussi quand même faire un bref rappel déjà de ce que c'est, de quoi on parle, et puis également évoquer les enjeux autour du sujet pour justement les DPO. Alors, on va se donner 45 minutes, une heure pour évoquer ce sujet. On va juste peut-être faire un petit tour de table avant de démarrer et ensuite on pourra aborder les 3 points que j'ai évoqués à l'instant. Pour commencer, alors moi je suis Jérôme Demerset, je suis un des fondateurs de Dastra, juriste de formation, en charge de l'accompagnement des clients chez Dastra et également dans le développement du produit sur les aspects très fonctionnels sur les aspects très fonctionnels de notre plateforme. Et donc, l'interface véritablement entre le métier et la technique. Voilà. Peut-être, Margot, je te laisse continuer. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Margot Morel, je suis juriste en droit du numérique chez Dastra et également, j'accompagne également les clients dans la mise en place du logiciel et sur la mise en conformité. Voilà. Antoine? Bonjour tout le monde. Alors, je suis Antoine Bidot et donc moi je suis également cofondateur de Dastra et directeur technique. Donc je me suis chargé notamment de l'implémentation de l'intelligence artificielle au sein du produit et voilà, et puis également de toutes les problématiques du développement de Dastra. Voilà. Et donc effectivement les sachants, on va dire, sur ce côté-là. Et alors voilà, puis Margot a fait très récemment un travail universitaire sur le sujet de l'IA et les DPO. Alors c'est pour ça qu'on saisit cette opportunité pour qu'elle nous partage aussi le sujet, ses réflexions sur le sujet. Alors, si je commence par évoquer le premier point qui est tout simplement, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais ce que c'est que finalement de quoi on parle quand on parle de l'intelligence artificielle. C'est un bien grand mot qui est un concept, on va dire aujourd'hui, mais qui finalement n'est pas si compliqué, je dirais, à appréhender, en tout cas dans son fonctionnement. Ce qu'il faut, il y a des définitions qui sont proposées, notamment vous avez certainement entendu parler de l'IA, donc le règlement sur l'IA qui arrive. Il y a des définitions qui sont proposées, voilà, qui évoquent le fait que ce soit notamment tout outil utilisé par une machine pour reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, la créativité. C'est très large. Ce qui est surtout intéressant, et je pense qu'on en parlera après dans l'implémentation sur Dastra, c'est plutôt dans les aspects plutôt techniques. Et c'est un point qui avait été soulevé, et je trouvais ça intéressant de le rappeler par la CNIL aussi, c'est que dans une intervention récente à l'Assemblée nationale, que l'IA, c'est différent des algorithmes. Alors, c'est différent, on peut jouer sur les mots, mais ce n'est pas un algorithme comme les autres. On va dire que c'est une forme assez avancée d'algorithme, puisque vous avez un algorithme qui va vous être une règle mathématique et que vous allez vous allez entrer des données pour qu'elles soient traitées via cette règle mathématique, et il en ressort quelque chose. L'IA, le principe va être légèrement différent dans le sens où l'IA va créer ses propres règles mathématiques pour avoir un rendu. Et c'est un peu la différence fondamentale qu'on va retrouver et qui fait aussi tous ces enjeux. On parle pour ça d'IA, d'intelligence artificielle, donc d'apprentissage, notamment parce qu'on va apprendre d'un tas d'informations et donc pour pouvoir
justement en découler des règles, ses propres règles. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des tas de questions finalement de la maîtrise de ces systèmes, puisque finalement, on ne crée pas, c'est pas l'humain qui va créer la règle, mais c'est la machine, c'est l'algorithme qui va lui-même créer d'autres règles sur lesquelles il va pouvoir travailler pour produire un résultat. Et donc, si on simplifie globalement, je pense que c'est important de bien expliquer ça. Finalement, pourquoi est-ce que aussi c'est assez intéressant en termes d'évolution des usages, parce que derrière, le potentiel est absolument considérable, est absolument, en termes d'usage, est absolument illimité, hein, pratiquement, puisque effectivement, selon les informations qu'on va lui donner, et selon aussi les macro-règles, on va dire, qu'on va lui donner pour créer ces règles, eh bien, il va pouvoir faire plein de choses. Donc, ça soulève beaucoup d'enjeux, notamment au regard des règles existantes, des règles à venir. Hein, j'ai évoqué le règlement sur l'IA, mais il y a aussi les règles de protection des données et qui concernent tout particulièrement les délégués à la protection des données qui sont, je dirais, aussi en première ligne sur ce sujet de la gestion de l'intelligence artificielle. Voilà. Je vais laisser la parole à Margot sur ce point, sauf si Antoine, tu voulais ajouter un sujet sur l'intelligence artificielle, sur des aspects, sinon c'est bon, on passera à ça après. Non, là-dessus, je te rejoins complètement sur la partie, sur l'importance des cas d'usage, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder après au niveau de d'Astra, quand on va prendre le cas d'Astra, ce sera intéressant. On va l'aborder dans la suite. Voilà. Donc effectivement, donc tu l'as dit, hein, Jérôme, hein, l'IA il présente un potentiel énorme aujourd'hui pour les entreprises. Il y a clairement des enjeux qui permettent, pour lesquels l'IA permet d'augmenter l'efficacité, de créer de nouvelles opportunités. Les usages, ils sont extrêmement larges. Ça va être, on va partir de analyser un ensemble de données qui sont massives. Ça va permettre des prédictions sur le comportement des clients ou alors d'imiter la prise de décision humaine. Hein. Les usages, ils sont extrêmement larges. Et donc, c'est vrai que du coup, les questions vis-à-vis de l'utilisation de ces données personnelles, elles sont cruciales. Et surtout maintenant aussi qu'il en est fait un usage domestique avec l'arrivée on l'a dit, de ChatGPT. Donc c'est vrai que sans remettre en cause, je dirais en fait ces avantages-là, on le sait en fait, l'IA elle peut effectivement présenter une menace pour la confidentialité et la sécurité des données et aussi des problèmes qui sont liés à la réglementation au fur et à mesure que celle-ci évolue. Et celle-ci, en fait, et le problème aussi qu'on va avoir, c'est que l'IA évolue très vite, la réglementation un peu moins. Donc, on va avoir aussi des enjeux vis-à-vis de ce prisme-là. Est-ce que la réglementation suit l'évolution? Et du coup, c'est vrai, quel est l'impact sur sur les DPO et et sur la façon dont eux peuvent exercer leur métier vis-à-vis de ce problème-là? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les lois sur la protection des données, moi je dirais qu'elles ne peuvent pas forcément répondre de manière adéquate à ces défis qui sont posés par l'IA, dans la mesure où le RGPD il se concentre sur le consentement individuel, sur la transparence dans le traitement des données. Or, l'IA, c'est vrai que ça implique souvent des algorithmes complexes qui peuvent parfois ne pas être compris, facilement compris par les individus. Euh, donc voilà, ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que ces individus qui sont concernés euh, par, euh, par le traitement de données fait par un IA, est-ce qu'ils peuvent vraiment donner un consentement qui est éclairé? Parce que c'est ça aussi un petit peu l'enjeu pour que les données soient utilisées dans ces systèmes d'IA. Donc voilà, donc la protection des données et le respect de la vie privée, c'est vrai que ça nécessite que l'IA fasse l'usage
l'objet de beaucoup de précautions, de vigilance, de contrôle. Donc, ça fait intervenir l'ensemble des relais métiers de l'entreprise, mais surtout le DPO. Je pense que ça va être vraiment là les enjeux. Et donc, c'est là que, effectivement, le DPO, il va avoir la lourde tâche de garantir la conformité et la confidentialité des données quand une entreprise développe ou utilise un logiciel qui est basé sur l'IA. Et concrètement, le DPO, et donc, comment est-ce qu'il il est amené à intervenir finalement sur le sujet de l'IA, si jamais, par exemple, dans une organisation, il y a des systèmes d'IA qui se mettent en place. Finalement, quelle va être sa place sur le sujet pour lui? Ouais. Tu soulèves un point très important en fait, parce que je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle de protection des données, tout de suite il faut avoir un réflexe et une logique dans une entreprise de privacy by design et qui doit être appliquée quand on met en place un système d'IA. Ça implique que le DPO en fait doit être impliqué le plus tôt possible dans le projet afin de respecter ce principe. Notamment lors de la construction des bases de données, de formation ou d'entraînement qui contient des données personnelles. Il y a des précautions qui doivent être prises pour assurer en fait dès le départ la conformité au règlement sur la protection des données, et notamment des vérifications qui doivent porter sur l'origine des données, sur la possibilité qui est de les réutiliser, ou encore les mesures qui vont être prises pour limiter les risques d'abus, et notamment les risques de biais qui peuvent être importants quand on met en place ou quand on utilise un système d'IA. Et c'est vrai que là, le DPO, il aura un rôle essentiel dans l'identification, pardon, de ces risques de biais afin de pouvoir les corriger le plus tôt possible pour que les risques qui sont liés, ces risques de discrimination, en fait, liés à l'utilisation de l'IA, elles soient corrigées le plus vite possible. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi pour le DPO, en pratique, des réflexes qui doivent être mis dès le départ, dans la mesure où, en fait, je pense qu'il faut encourager la transparence et il faut aider, du coup, les organisations à expliquer aux personnes concernées, en fait, qu'une IA est mise en place, en fait, et la façon dont les décisions qui sont basées sur l'IA vont être prises, et puis quelles données sont utilisées. Euh, et expliquer bien aussi aux personnes concernées et s'assurer en tout cas qu'elles disposent des informations nécessaires pour exercer leurs droits. Je pense notamment aux droits d'accès et de rectification, par exemple. Oui, c'est très intéressant et c'est vrai que c'est ce que je rappelle dans cette slide, c'est ce qui est important finalement, c'est aussi de bien connaître déjà ces systèmes pour pouvoir mieux les maîtriser. Donc ça veut aussi dire que finalement les délégués à la protection des données, ils ont besoin aussi d'avoir pas forcément une connaissance ultra fine techniquement du fonctionnement très complexe de l'algorithme, etc. Et des systèmes mathématiques derrière, mais par contre, des questions de fonctionnement, de pouvoir aussi tester, donner peut-être aussi des cas d'usage, de tests, de situation, de mise en situation du système d'IA pour aussi arriver à derrière effectivement limiter les biais et puis aussi à anticiper toutes les questions de transparence, éventuellement l'exercice des droits. Alors techniquement, comment on fait? On voit que ça, c'est aussi des vraies difficultés qui se posent et aujourd'hui, on n'a pas forcément des réponses. Je pense qu'il y a aussi des réponses qui vont arriver à travers aussi des éléments doctrinaux, des éléments de jurisprudence qui vont aussi éclairer un peu le sujet sur comment finalement on va pouvoir mettre en place aussi le respect des principes du RGPD en particulier avec les systèmes d'IA. C'est un aussi tout l'objet donc qu'on va avoir avec l'IA Act notamment. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose que tu as dit qui est intéressant sur notamment aussi la maîtrise du système d'IA et les droits qui peuvent être afférents, et en particulier sur
des systèmes d'IA qui peuvent prendre des décisions. Et je crois que là, on touche un peu à un des cœurs du système qui se rapproche un peu de la sujet des algorithmes, mais là, on voit bien que l'enjeu, il est beaucoup plus fort parce que la prise de décision, on a moins la maîtrise sur ce qui va prendre la décision. C'est moins facile de l'explicabilité du système d'IA. Et ça me fait penser à un exemple assez récent et qui est toujours en cours aux États-Unis. Alors, parce qu'aux États-Unis, il y a peut-être un peu plus en avance, on va dire, l'utilisation de ce genre de système, en tout cas à des échelles plutôt grand public. Eh bien, un employeur utilisait une solution d'IA pour, enfin, en tout cas, faisait appel à une société de performance commerciale qui elle-même faisait des enregistrements de pitch des commerciaux de la société cliente et qui en fait envoyait ces vidéos à un système d'IA qui lui-même analysait les visages et disait ben voilà, là il va faire toute une analyse de profilage de cette personne sur son comportement. Et derrière, finalement, en déduire aussi des décisions qui vont potentiellement conduire au licenciement de la personne. Et donc, on voit bien que derrière, l'enjeu est important dans la chaîne de l'ensemble, de savoir finalement où est-ce que je me place, quel est le poids et de la décision qui va être prise par l'IA, est-ce qu'il y a un contrôle humain, est-ce qu'il y a une connaissance, est-ce qu'il y a une capacité pour la personne de s'opposer à ce sujet-là. Alors, là, aux États-Unis, effectivement, en Europe, on a une réglementation à venir qui ferait que potentiellement ce genre de système d'IA serait interdit par défaut. Donc là aussi, il y a une question de connaissance et il y a une question de contrôle, hein, c'est-à-dire de vérifier qu'on ne rentre pas dans l'interdit. On va voir qu'effectivement, l'IA Act demain, on va poser un certain nombre de seuils à travers des risques, des seuils de systèmes d'IA avec plus ou moins d'obligations derrière de contrôle justement de ces systèmes, avec des interdits jusqu'à des systèmes plus ou moins autorisés, toujours en fonction des risques, hein, donc de n'approche pas les risques pour les droits et libertés des personnes. Hein, ça, bien évidemment. Ok, ouais. Est-ce que Margot, tu as ajouté quelque chose? Peut-être dire juste rapidement quelques mots sur l'IA parce que c'est quand même un texte qui est hyper important et je pense enfin il faut quand on parle de l'IA Act il faut bien se rappeler en fait que c'est pas un texte qui euh, qui vient freiner en tout cas l'IA ou qui vient entraver son développement. C'est absolument pas ça la philosophie du texte. Puisque, en fait, quand on parle de l'IA Act aussi, il faut bien se rappeler que ça fait partie de toute une stratégie européenne, en fait, qui en fait cherche à réguler la valeur, en fait, enfin la chaîne de valeur du numérique, et en fait qui fait partie en fait de la confiance dans un marché unique numérique, et en fait au sein duquel l'IA, elle doit pouvoir circuler. Donc en fait, ça fait partie de toute une stratégie qui nie pas du tout en fait la valeur économique de la donnée et qui cherche pas à entraver sa circulation. Je pense que c'est hyper important de garder ça en tête parce que, par exemple, récemment, l'autorité italienne qui a mis un frein, un stop en fait à ChatGPT en Italie, il n'y a rien dans le texte, en tout cas dans le projet de loi, qui va en ce sens-là. Et en fait, je pense que là, en fait, on est un peu dans je dirais pas un flou, mais en fait, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'IA va très vite, les textes moins, mais je pense qu'il faut se rappeler en fait que, en tout cas, la philosophie de la stratégie européenne et de l'IA Act, c'est pas du tout de freiner son développement, mais c'est bien enfin, de l'encourager, mais dans une stratégie en fait effectivement de circulation de la donnée et juste de faire effectivement en sorte que ça se fasse dans le respect des règles de protection des données personnelles, euh, puisque cet IACT, il est quand même fondé en fait, sur une double base juridique, qui est donc l'article 114 du TFE, qui est le bon fonctionnement du marché intérieur, et l'article 16 sur la protection des données personnelles. Donc il faut pas oublier qu'il y a ce double prisme sur l'IACT qui est quand même important, je pense, de souligner. Ouais. Et effectivement intéressant, hein, de toute façon, c'est l'approche européenne qui est aussi plus basée sur le respect des droits et libertés fondamentaux, qui est effectivement en tête de proue de toujours l'ensemble de ces textes dans cette stratégie européenne de données. Et évidemment, n'oublions pas, nous sommes dans un marché unique
avec aussi cette question de la libre circulation des données, hein, qui s'applique aussi, qui est quelque chose aussi important à avoir en question. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose donc qu'on passe à la suite, Oui. notamment sur le sujet d'Astra. Alors, l'idée ici, c'est pas forcément de présenter comment contrôler l'IA avec d'Astra. On voit qu'on pourra faire des tas de choses. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire ou d'autres sessions de formation pour nos utilisateurs. Néanmoins, ça va plutôt être de présenter finalement un peu les prémices de ce qu'on peut faire en termes de cas d'usage avec l'utilisation de l'IA. Et donc, nous, on a commencé à faire quelque chose en disant bah, ça peut être utile. Ça peut être utile toujours dans une vocation pour nos clients de leur faire gagner du temps, de simplifier aussi leur usage, de simplifier aussi donc leur travail opérationnel de tous les jours. Et donc, on va commencer voilà, par des petites choses et puis petit à petit, hein, on va y aller en apprenant, en essayant de prendre en considération tous les enjeux qu'on a évoqués, même si on va voir que ce n'est pas toujours très simple, mais voilà. Donc, on a commencé petit et je vais laisser Antoine justement prendre la parole et nous présenter ce sujet. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment vous présenter un exemple vraiment concret de comment une entreprise comme d'Astra voilà, a mis en place de l'intelligence artificielle générative au sein de son produit. En gros, je vais vous expliquer le cheminement intellectuel qui nous a permis d'aboutir voilà, au développement des fonctionnalités actuelles de génération d'IA. Et donc, vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé. Vous allez voir que c'est globalement assez naturel. Je vais vous présenter mon support. Hop, je vais partager mon écran. Celui-là. C'est bon? Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Alors là, je vais commencer tout d'abord par mettre un petit peu ma casquette de DSI et je vais vous raconter un petit peu comment s'est passée l'arrivée de l'intelligence artificielle au sein d'Astra. Il faut savoir que c'est arrivé un petit peu d'une manière très passive. C'est-à-dire que les utilisateurs, de leur propre initiative, voilà, ont saisi les outils qui existaient sur le marché, tels que ChatGPT, que vous connaissez bien, qu'on a mentionné, mais il y en avait également d'autres qui étaient à disposition. Et donc, ça a commencé assez vite avec notamment l'arrivée de tous les outils de génération de texte, donc, notamment ChatGPT principalement. Alors après, il y en a d'autres aussi qui sont arrivés. La partie traduction automatique, on l'a utilisé beaucoup pour faire de la traduction automatique, mais également pour générer des visuels, alors en utilisant notamment Midjourney. Alors, pas tellement vraiment pour produire des visuels finaux, mais plutôt pour créer de l'inspiration pour nos designs futurs. Et enfin, et de manière très importante, au niveau du développement informatique, on l'utilise de manière très extensive, notamment avec l'extension qui s'appelle GitHub Copilot, qui est basée aussi sur ChatGPT et qui permet de créer du code, de relire du code, de générer des tests, etc. Donc, toutes sortes de choses. Donc, on voit que les cas d'usage sont vraiment très importants aujourd'hui dans l'entreprise et que, bien sûr, il a fallu réguler un petit peu les choses, donner des consignes d'utilisation de toutes ces choses-là. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui, à la base, est porté par les utilisateurs en interne. C'est quelque chose qui a été vraiment ascendant. On est vraiment sur du bottom-up. Les salariés de l'entreprise se sont mis à utiliser ces outils qui étaient à disposition gratuitement, de manière complètement naturelle dans l'entreprise. Et donc, nous, en voyant tout ça, on s'est dit, mais alors, pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce que d'Astra, on ne mettrait pas en place également un système d'IA au sein d'Astra? Et donc là, on a commencé un petit peu par la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, mais on s'est plutôt demandé, mais comment on met en place concrètement de l'intelligence artificielle dans un produit, comment ça fonctionne, comment est-ce que je peux accéder au modèle de ChatGPT pour pouvoir l'utiliser avec d'Astra et le déployer à grande échelle. C'est un petit peu ça l'enjeu.
Donc, pour ça, je vais vous faire une présentation très, très simple du fonctionnement de l'IA que vous connaissez le mieux, l'IA générative la plus connue du marché actuellement, donc de ChatGPT. Et donc, on va prendre pour exemple un exemple vraiment très, très simple d'une application qui, quand on saisit une liste de fruits et légumes comme ça, séparés par des virgules, donc c'est un cas d'usage vraiment très, très simple, je vais vouloir produire derrière, faire en sorte que mon application classe les fruits et légumes dans des catégories qui les regroupent. Donc, il regroupe les fruits et légumes. Là, par exemple, je mets pomme, banane, concombre. Il me classe les fruits et les légumes dans des catégories séparées comme ça. Donc, comment est-ce que je fais pour mettre en place ça avec ChatGPT? Eh bien, je vais vous le présenter tout de suite. Eh bien, en fait, finalement, au niveau de l'intégration dans une application, ça va fonctionner à peu près de la même manière que si vous utilisez ChatGPT directement. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà utilisé ChatGPT, mais grosso modo, c'est un chat avec lequel donc, vous allez avoir donc, des messages, vous allez envoyer des messages, et l'IA va vous répondre. Et petit à petit, vous allez pouvoir la corriger, lui donner des indications de contextualisation, en quelque sorte. Vous allez pouvoir lui dire, là, par exemple, tu t'es trompé, tu as fait une faute, est-ce que tu peux corriger ce que tu as fait? Et petit à petit, il va raffiner ces résultats pour aboutir à quelque chose de convenable et d'exploitable pour l'utilisateur. Parfois pas toujours, parfois ça ne fonctionne pas toujours. Et donc, la première étape, donc, ça consiste en fait à donner une liste de messages à ChatGPT. Et donc, on va lui envoyer un premier message système. Donc, c'est ce qu'on appelle un message système au début. Qu'est-ce que c'est un message système? C'est un message pour lui demander un petit peu la manière avec laquelle on souhaite qu'il se comporte avec nous. Et donc, je lui dis, de manière très naturelle, c'est du français, c'est pas du code, c'est toujours du français. C'est ça qui est assez satisfaisant avec tout ce qui est IA génératif, avec ces fonctionnements d'IA, c'est qu'on peut s'adresser à l'IA comme à une vraie personne physique. Et donc, ça, c'est ça qui est très intéressant. Donc là, je lui dis, tu es mon nouvel assistant en classification fruits et légumes. Tu dois répondre en regroupant les légumes de cette façon. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner ce qu'on appelle un exemple. Il a besoin toujours d'avoir des exemples avant de pouvoir s'exécuter. Et donc, je lui donne un exemple. Donc, si l'utilisateur saisit pomme, banane, concombre, tu dois me répondre ça. Tu dois me répondre fruits égale pomme, banane et légumes, concombre. Et lui, avec sa capacité, en fait, d'apprentissage, avec le fait qu'il ait appris des millions de fois que la liste de tous les fruits sur Wikipédia, eh bien, il va savoir extrapoler les choses et faire en sorte que quand l'utilisateur, donc le user prompt, ce qu'on appelle le user prompt, donc le message envoyé par l'application vers le modèle, il va réussir à extrapoler et à produire une réponse pertinente. Et donc ça, c'est la deuxième étape. C'est le plus facile, on va dire en quelque sorte, puisqu'on récupère derrière le texte généré par ChatGPT. Alors, on peut même lui faire générer plein de choses. On peut lui faire générer du JSON, des documents, toutes sortes de choses. C'est ça qui est assez magique avec ce système-là. C'est que vous pouvez vraiment lui apprendre à sortir ce dont on a envie. Vous avez besoin qu'il sorte du XML, vous avez besoin qu'il sorte un Excel, vous avez besoin qu'il sorte un CSV, j'en sais rien, peu importe. Il peut vous le faire. Il peut vous produire le format de sortie que vous souhaitez. Et donc là, il a bien répondu avec sa réponse. Et après, la suite des choses est très logique. Il suffit simplement après d'afficher dans l'application le résultat produit par ChatGPT. Et la tomate est un fruit. Voilà. Attention, la tomate est un fruit. Vraiment, il n'est pas censé se planter là-dessus. Non, mais... et donc, voilà un exemple très simple du fonctionnement d'IA. Et donc, aujourd'hui, dans Dastra, nous avons implémenté ce fonctionnement-là exactement de la même façon, mais d'une manière un petit peu plus complexe, parce qu'en fait, il a fallu lui apprendre un petit peu quel était le format des données de Dastra attendu. Alors oui, je parle déjà un petit peu du cas d'usage, mais en fait, la suite justement de ce chemin vers l'implémentation de l'IA, maintenant qu'on sait comment ça marche et qu'on connaît aussi, oui, j'ai oublié de le mentionner, il y a aussi pas mal de contraintes autour des modèles d'IA qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que la longueur des textes que vous envoyez, elle est limitée
à 4000 caractères. Donc, vous ne pouvez pas envoyer non plus un volume de données considérable. Je ne peux pas envoyer tout le... Je ne sais pas, moi, je ne peux pas envoyer un énorme texte comme ça à ChatGPT. Il ne pourra pas réussir à l'analyser. Il a une limitation naturelle qui est fixée à 4000 caractères, hein, qui est quand même déjà une limite assez importante et très souvent suffisante, mais il faut quand même le prendre en compte. Vous pouvez également livrer un nombre de messages d'exemple assez limité, donc une vingtaine, ce qui représente, vous pouvez poster 20 messages en tout lors de chaque requête que vous faites ici. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas non plus lui livrer un nombre d'exemples infini, donc il faut, forcément, ça nous limite un petit peu, il faut faire des choix. Et donc, on essaie par conséquent de livrer 3-4 exemples les plus pertinents possibles pour qu'ensuite, lui, il soit suffisamment malin pour répondre à un truc pertinent. On ne peut pas importer des gros volumes de données. Ça, c'est vraiment une grosse limitation de ChatGPT. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas... C'est supporté, ça commence à être un peu supporté, mais vous ne pouvez pas lui donner les informations. Je ne peux pas envoyer les informations complètes d'un client d'Astra à ChatGPT. Donc ça, c'est clairement pas possible. De toute façon, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Mais dans la pratique, en tout cas, c'est quelque chose d'impossible. C'est impossible techniquement aujourd'hui. Les temps de chargement aussi sont parfois assez importants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer au niveau de l'interface utilisateur. Et parfois, les résultats sont assez peu pertinents. Ça arrive dans certaines conditions. Donc, tout dépend un petit peu de comment on l'a paramétré, comment on lui a appris les choses. Mais après, c'est quelque chose qui se raffine, qui s'améliore petit à petit. Mais globalement, ce qu'on a retenu, en tout cas, avec notre petit retour d'expérience chez Dastra, on s'est aperçu qu'il faut quand même essayer de minimiser le plus possible la quantité d'informations envoyées au modèle de données, tout en essayant de maximiser évidemment la probabilité d'avoir des résultats assez pertinents. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'on a retenue en utilisant ChatGPT. Et donc, ce qu'on a fait ensuite chez Dastra, eh bien, s'en est suivi, une fois que l'équipe technique était au courant des contraintes de fonctionnement de ChatGPT, qu'on savait un petit peu comment l'utiliser, eh bien, on s'est demandé alors pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une IA générative chez Dastra? Et donc là, ça a été une phase assez longue. Ça a duré presque 3 mois, 3-4 mois, où on a fait un sondage auprès de clients et également des salariés pour savoir, une sorte de brainstorming en quelque sorte, pour essayer de détecter des cas d'usage intéressants de l'IA générative chez Dastra. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a fait tout un travail d'analyse sur ces cas d'usage. Et donc, ces cas d'usage, je vous les présente dans ce tableau. Donc, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins farfelus, plus ou moins utiles. Et donc, on a essayé un peu de les scorer avec 3 critères. Un premier critère qui est la complexité de mise en place. Donc, ça, c'est plutôt un critère qui est évalué par l'équipe développement. Vous vous en doutez. Donc, ça, c'est un critère d'appréciation en fonction de la difficulté à le mettre en place, de la difficulté. C'est quelque chose de très subjectif, hein, en général. Donc, un critère de complexité. Également, un critère sur le volume de données estimé qu'il faudrait envoyer au modèle afin d'appliquer ce cas d'usage. Et enfin, on a essayé d'évaluer globalement l'intérêt que ça pourrait avoir pour nos clients, nos usagers. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui se fait de manière assez subjective. On l'a fait globalement au doigt mouillé, mais on se donne un petit peu une idée de l'intérêt que pourrait avoir tel cas d'usage pour nos clients. Et donc ensuite, voici un exemple. Donc là, il y a plusieurs exemples. Par exemple, on pensait mettre en place un agent conversationnel au niveau de la gestion des exercices de droit qui pourrait répondre à l'utilisateur, alors pas de manière automatique évidemment, mais en gros, on pourrait proposer des modèles de réponse toutes faites aux utilisateurs qui ont le besoin qui ont des réclamations à faire sur leur demande d'exercice de droit qui est en cours sur Dastra. Dastra embarque bien sûr aujourd'hui un module qui permet de collecter les demandes d'exercice de droit, les demandes d'échanger, par exemple, avec un espèce de privacy portail, un portail privacy dans lequel le client va pouvoir discuter avec l'opérateur en charge de sa demande.
Et donc, on a pensé éventuellement à faire ça. Donc ça impliquerait derrière d'envoyer l'historique des conversations des utilisateurs, donc ce qui représente quand même un volume un peu important, un volume assez moyen, pour un intérêt qu'on a trouvé assez médiocre, globalement. Je ne vais pas rentrer dans le détail après de tous les cas d'usage, mais vous avez un petit peu l'idée de la manière avec laquelle on a évalué ces cas d'usage. Et finalement, nous avons fini par retenir deux cas d'usage qui sont la génération d'exemples de fiches de traitement et la génération de fiches logicielles ou d'actifs logiciels au sein de Dastra. Alors, pourquoi on les a choisis? Parce qu'on estimait que leur intérêt était assez élevé et le volume de données à envoyer, la complexité technique était assez faible. On a commencé par les choses les plus simples avec le plus de valeur. Voilà. Mais voilà, après, il existe d'autres cas d'usage qui peut-être seront développés chez Dastra. Alors là-dessus, il n'y a absolument rien de sûr sur tout ça. Donc, tout ça est issu de la créativité des équipes. Hein, donc, il va falloir que ça fasse l'objet également d'analyse technique et qu'on arbitre dessus. Alors, je ne sais pas si sur ce sujet, vous avez des choses à ajouter, Jérôme et Margot, sur la partie notamment juridique de tout ça. Non, mais alors effectivement, on voit bien que aussi les questions derrière d'utilisation des données posent aussi d'autres questions. Il y a les questions techniques, il y a les questions aussi de risque, donc des données. On voit bien que quand on va être en interaction avec des personnes et éventuellement sur des décisions ou de l'aide à la décision à la suite, par exemple, d'exercice des droits ou d'échanges, on voit bien que les enjeux sont beaucoup plus importants aussi en termes de non seulement d'une part de protection des données, mais plutôt de droit et liberté, d'une manière générale. Comment est-ce que l'IA va interpréter, va faire en sorte de donner une réponse, etc. Quand bien même il y a une analyse humaine derrière, on sait bien que dès qu'on a quand même une IA, ça va quand même plus vite, on clique, l'analyse humaine elle est quand même moins approfondie. Donc voilà, c'est aussi au-delà de l'aspect technique, de l'aspect opérationnel, c'est aussi un aspect aussi donc d'analyse de risque qu'il faut aussi avoir en tête. Voilà, c'est pas du tout quelque chose qu'on va faire tout de suite. Je pense qu'il va passer tout de suite, mais néanmoins, voilà, il faut aussi identifier un certain nombre de choses. Ça peut très bien se faire, mais il faut voir aussi comment est-ce que on le traduit. Pour les autres éléments, on voit bien aussi que tout dépend aussi effectivement de quelles données on va parler, de quel cas d'utilisation, etc. Puis on va aussi avoir d'autres questions sur effectivement des questions on voit bien entre transmettre l'intégralité de son registre et mettre juste un prompt, et on n'a pas les mêmes niveaux d'exigence et ni les mêmes enjeux. Hein, c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré dans un premier temps sur quelque chose qui est vraiment très simple. On a vu, c'est vraiment un intérêt qu'on a considéré assez élevé parce qu'il fait gagner du temps et parce qu'en plus le concept de traitement est assez parfois assez difficile à saisir. Et donc, c'est plus facile parfois d'expliquer ce qu'on fait et puis que ça transforme finalement ce qu'on a fait en un modèle de traitement qu'ensuite on valide. C'est ça qu'on a trouvé vraiment intéressant de faire en premier. Et je pense que c'est aussi un bon test de notre côté pour voir si effectivement est-ce que ça prend, est-ce que les utilisateurs sont satisfaits. On remonte aussi des tas d'informations pour faire améliorer évidemment on remonte de manière il y a les tickets, bien évidemment. Donc, ces éléments-là. Et donc, c'est vraiment des cas d'usage simples, mais qu'on a considérés comme efficaces. Voilà. Les autres sont très intéressants, mais nécessitent aussi un peu plus d'analyse, que ce soit et de complexité technique, et également de complexité juridique ou opérationnelle. Et donc, derrière donc ça s'est traduit par voilà, une fonctionnalité sur la roadmap que nous avons dû déployer. Et donc, c'est là que nous avons créé cet assistant IA générative de Dastra. Et donc, je vais vous en faire tout de suite une petite démo. Donc, dans Dastra, vous avez un logiciel. Donc, Dastra permet de gérer donc, un registre des traitements. Et donc, à l'endroit, vous avez un bouton pour créer un traitement de données. Et donc, maintenant, vous pouvez ici générer une fiche de traitement complètement aléatoire à partir d'un prompt que vous allez faire. Donc, en cliquant ici sur « Générer
un traitement. Vous allez pouvoir saisir, par exemple, le nom d'un traitement. Donc je pense, par exemple, à celui qui me vient à l'esprit, c'est l'envoi de newsletter. L'envoi de newsletter au prospect d'un logiciel, donc à l'aide de Mailjet. Donc là, ici, dans le prompt, intéressant, c'est de donner quelques informations sur la finalité, sur les logiciels qui sont impliqués dans ce traitement. Et lui, derrière, il va vous générer quelque chose, un espèce d'exemple de fiche complètement aléatoire. Alors, il peut raconter n'importe quoi parfois, il faut vraiment s'en méfier. Mais très souvent, il va vous faire des choses assez pertinentes qui peuvent être utilisées derrière et raffinées, relues, pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc là, on va lancer tout de suite la génération de mon traitement. Donc ça, là, c'est là où ça prend un petit temps. On parlait de la contrainte des temps de chargement. Alors, tous ceux qui ont utilisé ChatGPT, se rendent très souvent compte que ça prend parfois pas mal de temps de générer du texte, surtout quand c'est des textes assez longs. Là, non, là c'est le cas aujourd'hui. On lui demande en général de produire des traitements d'une taille d'environ 2000-3000 caractères à peu près. Et voilà, et donc là, il vous propose par conséquent un traitement de données avec le nom, une description, une finalité de type consentement, ce qui paraît tout à fait plausible pour un traitement de ce type. Il vous propose également les différentes données, alors un jeu de données un peu particulier avec les emails. Alors là, je ne sais pas pourquoi il est en anglais. Alors, il prend certaines libertés parfois de mélanger l'anglais et du français. Ouais, ça, c'est un peu particulier. Il vous détaille les données, il vous donne les prospects concernés, les mesures, donc ça vous fait un peu de la précision. Ça prémâche un petit peu le travail, et après tout ce que vous avez à faire, c'est l'ajouter à votre traitement, et ensuite vous pouvez le raffiner très facilement derrière. Voilà un petit peu pour l'exemple, le cas d'usage de Dastra, le petit exemple, c'est un exemple vraiment à notre échelle, hein, de mise en œuvre de l'IA générative au sein de notre produit. Voilà. Et alors, effectivement, il y a ce système-là, on retrouve la même chose pour générer ce qu'on appelle un actif, c'est-à-dire un logiciel. Hein, vous mettez, voilà, vous créez un actif. Plutôt que d'aller saisir manuellement le sujet, vous allez mettre un actif, voilà, Sendingblue par exemple, il va peut-être déjà exister, ou HubSpot, et il va vous préparer une fiche, et ensuite vous n'avez plus qu'à le dire. Alors oui, c'est un cas d'usage très simple. Hein. Ça crée quelque chose, vous mettez du texte en langage naturel, et puis ensuite, ça vous propose une fiche dans le format d'Astra. C'est ça qui est assez bien. Hein, ça évite d'aller remplir 3, 4, 5, 10 cases, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment, il faut prendre tout au pied de nez. Ça reste toujours, en plus, là, un modèle auto-généré. Donc, il n'y a vraiment aucun contrôle là-dessus, si ce n'est le vôtre, que vous pouvez faire sur le contenu qui est proposé. Mais ça va toujours être dans cette optique d'aide. Toujours d'aide à la saisie, de pouvoir proposer quelque chose qui soit déjà préconstruit. Hein, donc, ça va vraiment être quelque chose qui va être utile pour ça. On pense vraiment, on a dans Dastra des modèles de traitement, c'est la même chose. Vous avez des modèles, sauf que c'est nous qui les avons construits. Là, vous demandez à créer un modèle, donc à la volée, qui va être fait par l'IA. Voilà. C'est vraiment dans ce système-là que ça fonctionne. Et en fait, ça fonctionne assez bien et c'est assez pratique, en tout cas pour avoir un gain de temps de ce point de vue. Voilà pour l'IA. Donc, ce qu'on a effectivement, c'est que on a évoqué ces deux cas d'usage. Demain, on peut imaginer tout un autre type de cas d'usage. On est aussi très à l'écoute. Hein. Vous pouvez nous faire des remontées pour des nouveautés. On peut être, évidemment, on est très friand de travailler sur ces sujets. C'est en plus assez intéressant. Et donc, voilà. Et donc, travailler sur le bénéfice que peut avoir l'IA dans la gestion de la protection des données. Hein, la protection des données aujourd'hui avec l'Astra et toute la documentation finalement que ça va générer et le suivi de cette documentation. L'accountability, c'est un travail finalement colossal selon la taille de son organisation qui nécessite beaucoup de choses, beaucoup de travail de l'information. Et donc, s'il y a
donc peut être utile à tout ça. Je ne crois pas qu'il faille s'en priver, tout en respectant évidemment les règles et les principes et en ayant effectivement une approche évidemment là-dessus assez rigoureuse. C'est ça qui est important. Et de pouvoir en tirer des réels bénéfices. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que si jamais on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas l'utiliser dans Astra, on peut très bien, elle est désactivable. Hein, donc, là-dessus, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Et donc, il faut bien expliquer là-dessus que on minimise réellement les données, puisqu'en fait, on envoie uniquement le prompt. Uniquement le texte prompt est envoyé à ChatGPT dans ce cadre-là. Et donc, le service qu'on utilise derrière, le service qui héberge donc, cette IA, n'utilise pas ces données, ces informations-là, saisies, pour pouvoir réentraîner le modèle d'OpenAI. C'est des données qui sont utilisées vraiment juste dans le cadre de la requête, et après, ça disparaît complètement dans la nature. Donc, on a veillé vraiment à ça. Pour nous, c'était quelque chose d'important, que ce ne soit pas derrière retransmis derrière ou utilisé pour l'entraînement. Voilà pour ce sujet. En plus, on est pas mal, on a tous nos délais. Eh bien, écoutez, ce que je propose, c'est si vous avez quelques questions, de les poser maintenant ou alors de nous les poser ultérieurement. Vous pouvez nous contacter directement sur dastra.eu. Si vous voulez aller tester justement ce système, moi, ce que je vous invite véritablement à faire, c'est à créer, vous pouvez créer un compte de test sans nous contacter, vous n'avez pas besoin. Donc, vous pouvez vous inscrire sur Dastra directement et aller créer un projet de traitement pour vous faire votre propre idée du sujet. C'est toujours assez intéressant de voir finalement le cas d'usage. Et voilà. Et ben, en tout cas, j'espère en tout cas que ça vous a permis d'avoir un éclairage sur ce sujet. L'IA, c'est un grand sujet. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de gens en parlent, il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est très compliqué. C'est pas simple de suivre un peu tout ce qui se passe. On parle de l'IA Act, mais c'est pas avant 2026. Donc, on a quand même encore un peu de temps au niveau, je dirais, des éléments réglementaires. Néanmoins, les technologies sont déjà là. Donc, il y a une espèce de paradoxe. Il faut arriver à quand même à garder un peu aussi la tête haute sur ces sujets-là. Il faut faire attention à pas non plus tomber dans la paranoïa. Mais en tout cas, il faut aussi prendre les choses telles qu'elles sont et bien surtout essayer de les comprendre. C'est toujours l'enjeu, c'est plus on comprend, plus on a la connaissance aussi de ces systèmes-là. Donc, ça veut dire se former, ça veut dire pourquoi pas assister à des webinaires comme maintenant. Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment ça qui va être important pour pouvoir bien se faire sa propre idée du sujet et puis pour avoir apporté aussi un avis sur ces systèmes d'IA qui sont déjà quand même très utilisés dans notre vie de tous les jours, déjà dès maintenant. Eh bien, merci beaucoup à tous. Margot, Antoine, merci pour vos interventions. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. À bientôt.